écoutez, nous allons donc lancer la première table ronde. Et donc, je vais avoir la redoutable tâche d'animer cette table ronde. Je dis redoutable tâche puisque j'appartiens, comme on vient de le rappeler, à une des professions qui suscite le plus de défiance. Donc, je vais quand même essayer d'introduire un peu de confiance dans ce débat. Et donc, avec quatre intervenants qui vont s'exprimer tour à tour en répondant aux questions que je vais poser à chacun d'entre eux, sachant qu'ensuite, donc, nous aurons un débat à la tribune où permettra aux uns aux autres de rebondir sur les propos qui auront été tenus et que nous consacrerons quelques minutes à la fin de ce débat à vous, de façon à ce que vous puissiez poser des questions et donc ne pas être simplement, comme on le disait tout à l'heure, passif. Donc effectivement, aujourd'hui, on vient de le souligner, donc je ne vais pas insister, aussi bien Pierre Vinicky qu'Émile Poula. Donc on est dans une société, plutôt une société de la défiance. Donc défiance vis-à-vis des politiques, des institutions, des entreprises, des syndicats, de la fonction publique, de la science, des religions et sans oublier bien sûr les médias. Et donc cette absence de confiance, eh bien, on la retrouve à peu près dans tous les débats d'actualité que nous avons actuellement dans un climat global qui est plutôt, on va dire, un climat assez lourd, qu'il s'agisse donc dans ces débats des contestations, des polémiques que peuvent susciter à chaque fois aussi bien les chiffres du chômage que ceux de la délinquance ou de l'immigration ou encore le débat sur la fiscalité ou tout simplement sur le vivre ensemble en société. Donc cette première table ronde, je vous en rappelle l'intitulé, c'est un intitulé exigeant, je dirais, pour un vaste débat, cohérence entre parole et acte, respect des règles du jeu, honnêteté et authenticité sont-ils gages de confiance? Et donc je vais d'abord me tourner vers mon voisin de gauche, de toute façon je n'ai pas de voisin de droite, mon premier voisin de gauche, donc Yves Agnès, qui... Pour ne rien vous cacher, que je connais bien, parce qu'il a été rédacteur en chef au Monde, il a été journaliste au Monde pendant un certain nombre d'années. Donc Yves Agnès, vous avez écrit en 2005 un livre, Le Grand Bazar de l'Info, aux éditions Michalon, dont le sous-titre dit tout, pour en finir avec le mal journalisme. Et donc surtout vous présidez l'association de préfiguration d'un conseil de presse, la PCP, fondée en 2006. Et on constate effectivement qu'alors que plus de la moitié des Français se méfient des médias et que cette défiance ne fait que croître, votre thèse est que, si j'ai bien compris, que la profession de journaliste n'a pas de règles et que cette absence de règles nourrit la méfiance. Et donc vous avez le projet de créer un conseil de presse comme il en existe dans une centaine de pays dans le monde et dans une vingtaine de pays en Europe. Et non, ce serait un conseil de presse, mais qui ne serait pas un ordre professionnel, donc comme ça existe pour les avocats, les médecins ou les architectes. Et donc un conseil qui serait une instance de déontologie indépendante des pouvoirs publics et qui serait tripartite avec donc des éditeurs, des journalistes et des représentants du public. En quoi donc, Yves Agnès, un tel projet est-il susceptible de reconstruire la confiance envers les médias? Alors, comme je l'ai dit à chaque intervenant avant ce débat, vous essayez de vous exprimer brièvement, donc c'est des interventions de 3-4 minutes maximum, de façon à ce que nous ayons le maximum de temps pour débattre. Avant de répondre à cette question de façon précise, je vais développer un tout petit peu le fait que, effectivement, notre profession, c'est-à-dire les médias et les journalistes, contrairement à, par exemple, ce que nous venons de voir à l'écran avec le directeur de l'ORPI, est une profession qui n'a pas de repères, qui n'a pas de règles. Il n'y a pas dans cette profession de formation obligatoire. N'importe qui peut être journaliste sans formation initiale. Il n'y a pas de règles de l'art telles que les maçons, les architectes, les médecins, etc., peuvent en avoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles écrites pour exercer cette profession. Il n'y a pas de règles déontologiques codifiées. Il y a des codes de déontologie syndicaux, des syndicats de journalisme, mais il n'y a pas de règles déontologiques communes à toute la profession. Et il n'y a pas d'instance pour faire respecter ces règles, comme dans toutes les autres professions, que ce soit des professions réglementées ou d'autres professions. Alors, qu'est-ce qu'on a observé
dans l'histoire de cette profession qui a commencé à se structurer à la fin du XIXe siècle, que les dérapages déontologiques ont commencé dès la fin du XIXe, se sont poursuivis au XXe. Il y a eu une embellie dans les années 1945-1980 avec une sorte d'intériorisation après la libération, avec des grandes figures comme Beuve-Méry, comme Camus, etc. La profession a intériorisé une morale professionnelle pendant 30 à 40 ans, et puis ensuite, cette intériorisation des valeurs, elle s'est dissoute petit à petit à partir des années 80. La cause, je la vois aussi dans la dissolution des valeurs dans la société elle-même. Mais du fait que cette profession n'a pas de règles pour supporter une baisse des valeurs intériorisées, eh bien, chez les journalistes et les médias, cette perte de valeur a conduit à des dérapages de plus en plus nombreux. La première grande affaire, ça a été à partir du 16 octobre 1984, l'affaire de Petit Grégory, qui a été une affaire où le journalisme s'est illustré par des pratiques absolument odieuses. Puis, rappelez-vous, Tibi Soara, Fidel Castro, etc. Donc, sans règles établies, sans règles reconnues par la profession et sans instance pour les faire respecter, eh bien, la défiance, à partir des années 80, s'est installée et perdure. Michel Noblecourt a rappelé les sondages, ils sont effectivement catastrophiques pour notre profession. Il y a un baromètre annuel qui est publié par La Croix tous les mois de janvier, qui indique en gros que la moitié des Français pensent que ce qui est écrit ou lu ou dit ou à regarder dans les médias, montré dans les médias, n'est pas vrai. L'indépendance des journalistes par rapport à leurs sources est mise en cause, etc. Donc, on a déjà dit que les médias sont en tête pas tout à fait en tête de peloton, mais il y a effectivement les politiques derrière et peut-être les agents immobiliers. En tout cas, les sondages nous mettent à entre 23 et 26% de confiance envers les médias. Donc, à l'association de préfiguration des conseillers des presses, nous pensons que pour restaurer la confiance envers les médias et les journalistes, il faut des règles communes et reconnues. Il faut une boussole pour indiquer la bonne direction, c'est-à-dire une instance nationale, comme Michel Noblecourt l'a rappelé, il en existe dans beaucoup d'autres pays. Bien, merci. Merci, Yvan. Oui, tout à fait. Mais enfin, vous aurez sans doute l'occasion d'intervenir de nouveau dans le débat pour préciser peut-être un petit peu ce projet. Antoine Héroard, donc, vous êtes ancien secrétaire général de la Conférence des évêques de France. Vous êtes vicaire épiscopal, chargé des hôpitaux catholiques et directeur du département Société humaine et responsabilité éducative au Collège des Bernardins. Et je dirais, vous êtes en quête d'un projet commun pour vivre ensemble, et vous pensez qu'une des causes de cette société de défiance où l'individualisme prend une part croissante est à rechercher du côté du statut de la parole, du respect des règles et des valeurs, la cohérence entre la parole et les actes. Donc on est au cœur du débat qui nous réunit aujourd'hui. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous ressentez, à la fois, est-ce que vous ressentez vous aussi une certaine montée de la défiance envers l'Église catholique, et comment jugez-vous possible de reconstruire la confiance? Merci. En 4 minutes. Oui. La défiance, effectivement, elle touche toutes les institutions, et elle touche aussi les institutions religieuses. Peut-être est-ce qu'il faut se rappeler simplement l'étymologie même du mot religion, donc qui veut dire relier, religere, faire des ponts entre les personnes au-delà de leurs différences. Alors, il me semble qu'une des sources principales de la méfiance ou de la non-confiance qu'on peut noter dans notre société, elle tient
à un individualisme qui est aujourd'hui exacerbé et qui fait que chacun va chercher plutôt à se tirer le mieux possible, le moins mal possible des situations dans lesquelles il se trouve. Et derrière cela, il me semble qu'il y a une question qui se pose sur le statut même de la parole. On est dans un monde où on entend beaucoup de choses, on voit aussi beaucoup d'images, et ce que l'on dit, comment on le dit, à qui on le dit, dans quel cadre est-ce qu'on le dit, la parole à la fois qui est donnée, une parole qui engage, sur laquelle on peut compter, se fier, ou simplement une parole habile qui permet de faire un coup, qui donne une image, qui permet de se sortir d'une pression extérieure. Alors, il y a des domaines sur lesquels cela se voit très, très clairement, à travers la difficulté même de l'action politique, souvent, mais c'est vrai aussi en matière religieuse. Est-ce que la parole qui est prononcée est une parole qui engage, ou est-ce que c'est une parole toute faite ? Lié à cela se pose la question de la cohérence. Cohérence entre ce que nous pensons, ce qui est de l'ordre de nos opinions, et on a tous des opinions sur des sujets très divers. Ensuite, ce que nous croyons, et qui va plus profondément, qui est de l'ordre des convictions philosophiques, mais qui peuvent être aussi en matière économique, politique ou religieuse. Ce que nous disons, l'usage de la parole, et ce que nous faisons. Et on voit bien qu'il y a là toujours un certain hiatus, parce que personne d'entre nous ne peut dire qu'il est en pleine cohérence avec lui-même. Et que souvent, nous n'arrivons pas à faire ce que nous voudrions ou ce que nous souhaitons. Mais en même temps, si nous ne cherchons pas à avancer vers une certaine cohérence, ou si l'écart est trop grand entre ce que nous disons et ce que nous faisons, eh bien, on voit bien que c'est l'hypocrisie qui s'installe. Et cette hypocrisie-là, elle fait un tort considérable à la question de la confiance. Quand on regarde simplement notre vie courante, quotidienne, aux uns et aux autres, on voit bien que la question de la confiance, elle est partout. Elle est par rapport aux institutions, au fonctionnement des choses, mais elle est aussi dans la dimension interpersonnelle, dans la dimension relationnelle. Si vous voulez avoir des amis, il faut avoir un minimum de confiance avec eux. Si vous voulez bâtir une relation amoureuse, évidemment, s'il n'y a pas de confiance, ça n'ira pas très loin. Et donc, je pense que là, il y a une question qui est très importante et très difficile aujourd'hui. C'est comment est-ce que nous pouvons articuler finalement deux types de confiance. Une confiance qu'on pourrait dire relationnelle, mais qui est la même aussi dans la vie économique. Si vous allez acheter un produit, est-ce que le vendeur est en train de vouloir absolument vous fourguer ce produit dont il sait qu'il est mauvais, mais qu'il cherche à le vendre ? Ou est-ce qu'il va vous donner des conseils judicieux pour vous dire prenez plutôt celui-ci qui correspondra mieux à votre besoin, à votre demande, etc. Voilà. Donc, qualité de confiance relationnelle, et comment est-ce qu'on articule cette confiance relationnelle avec une confiance qu'on pourrait dire institutionnelle. Donc les institutions ne sont pas toujours en bonne position aujourd'hui, mais elles ne sont pas en bonne position aussi parce que souvent les règles qui les font fonctionner ne sont pas toujours clairement perçues et clairement reconnues par les uns et les autres. Et donc il faut à la fois articuler le fonctionnement des institutions qui permettent un minimum de confiance, mais on sait aussi qu'on peut avoir les meilleures institutions, les meilleures règles, les meilleures lois. Si derrière, il n'y a pas des gens non seulement honnêtes, mais qui soient capables de rentrer dans une relation de confiance réciproque, eh bien, on n'ira pas très loin. Et inversement, vous pouvez avoir des gens qui sont tout à fait de bonne foi et pleins de confiance a priori, mais qui, s'ils fonctionnent dans un cadre qui va être un cadre quelque peu tordu,
n'arriveront pas à permettre de faire grandir la confiance. Il y a là évidemment un enjeu éducatif qui est très important, on le voit bien à travers toutes les questions qui se posent à l'enseignement aujourd'hui et à la manière de résoudre un certain nombre de difficultés. Mais plus profondément, il me semble que cela rejoint des interrogations qui sont des questions sur le sens de la vie, le sens de ce que nous voulons vivre ensemble. Partager finalement les raisons de vivre de manière plus profonde. Nous ne pouvons pas simplement rester dans cette question de la confiance à un niveau, si vous voulez, de simple fonctionnalité où il suffirait de mettre un petit peu d'huile dans les rouages pour que ça marche mieux. Oui, c'est important de mettre de l'huile, mais il faut aller aussi plus profondément et pouvoir échanger sur les questions qui nous font vivre ensemble et qui rejoignent nos convictions les plus profondes. Pendant les années que j'ai passées à la Conférence des évêques, j'ai été confronté à un sujet que connaît parfaitement mon voisin, celui de la laïcité, notre laïcité française. Elle est à la fois un bien formidable, mais en même temps, elle peut être, quand elle est mal interprétée, une source de blocage important parce qu'on s'interdit de parler d'un certain nombre de sujets et on s'interdit de creuser des questions en vérité. Voilà. Merci Antoine Hérouard. Je me tourne maintenant vers Olivier Homolle. Donc, vous êtes président de BASF France, donc, qui emploie 3000 salariés. Et vous présidez aussi, et c'est surtout à ce titre que je vais vous poser une question, donc vous présidez aussi depuis 6 ans, la Société chimique de France, donc est une association reconnue d'utilité publique qui réunit des industriels, des chercheurs, des enseignants, en fait un réseau qui fait le lien entre toutes les composantes de la chimie et la société. Et donc j'ai retrouvé une déclaration que vous aviez faite en 2010, où vous expliquiez que vous vouliez travailler avec tous les représentants de la société pour que la chimie et la science en général y retrouvent leur place essentielle. Et vous évoquez la nécessité de trouver un équilibre entre 3 composantes, la science et l'industrie qui disent ce qui est possible, le consommateur qui dit ce qu'il souhaite, et la société qui dit ce qui est acceptable ou non. Et donc effectivement aujourd'hui, on s'aperçoit que là aussi, vis-à-vis de la science, il y a encore de la défiance, il y a des craintes, il y a un certain nombre de fantasmes, même sur un certain nombre de sujets qui touchent à la science. La chimie elle-même est assez mal connue et parfois critiquée. Donc, comment pensez-vous aussi reconstruire la confiance? C'est donc là que je m'adresse surtout au président de la Société chimique de France, mais on aura sans doute l'occasion de parler de votre entreprise aussi tout à l'heure dans le débat. Merci, oui. Écoutez, oui, je suis très heureux d'une part d'avoir rejoint l'Institut Confiance pratiquement dès son démarrage. Je remercie Pierre Vénicky parce que c'est vraiment un sujet auquel je crois personnellement, à titre personnel, à titre individuel, mais aussi je crois qu'on peut et qu'on doit faire quelque chose et que ça fait partie de notre rôle à tous dans la société. Et je voudrais m'exprimer ici, si vous voulez bien, en tant que, quand même qu'entrepreneur qui joue un double rôle, effectivement, celui de mon entreprise, dans laquelle, bien évidemment, les relations entre personnes sont quelque chose de fondamental. Et quand je dis entre personnes, c'est bien sûr avec tout un cercle de management, c'est aussi avec tous les collaborateurs, c'est aussi avec les représentants du personnel et les partenaires sociaux. Donc là, on a quand même tout un volet. Et puis, l'autre qui est lié à la particularité de notre activité, la chimie, qui est une activité qui est vraiment au cœur des problématiques de société. Vous l'avez très bien évoqué, je suis ravi que vous ayez retrouvé effectivement cet article, je ne sais plus là ce que c'était exactement, en 2010. C'est la magie d'Internet. C'est effectivement quelque chose qui est pour moi fondamental et dans laquelle je crains que la société en général ait du mal à aboutir si elle n'accepte pas de considérer qu'il y a bien effectivement ces 3 forces que vous évoquiez et qui se placent. Et notre activité à nous, chimistes, doit se placer, et cela fait très longtemps que c'est inscrit dans les gènes de notre entreprise.
En tant que BSF, nous avons d'ailleurs accepté, reconnu officiellement ce rôle de chimiste, contrairement à beaucoup d'autres chimistes qui se sont un petit peu cachés quelquefois derrière en parlant de life science, etc., et essayant de faire un petit peu de window dressing derrière, alors que finalement on est au cœur d'une problématique de société, avec la chimie, au cœur d'une problématique qui est face à la notion de progrès. Est-ce qu'on y croit ou pas, face à la notion de danger et de risque, qui sont deux notions absolument fondamentales et avec laquelle on est bien obligé de vivre. Et tout est comme ça. Et cela, si vous voulez, c'est le cœur de mon activité. Mon rôle à l'extérieur, et c'est pour cette raison-là que je suis engagé, également dans les milieux scientifiques. Je précise que je ne suis pas un scientifique personnellement, je suis donc un entrepreneur, un ingénieur, mais je n'ai pas de compétences scientifiques, je n'ai pas fait de recherche. Eh bien, je crois justement que les ponts sont fondamentaux à bâtir, déjà au sein de notre communauté de chimistes, pour que nous soyons bien, les scientifiques, les enseignants, les industriels, que nous soyons bien tous sur la même longueur d'onde. Non pas bien sûr pour afficher quelque chose, mais simplement pour adresser les vrais problèmes, et les vrais problèmes en prenant leur dimension. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est inscrit dans nos gènes chez BSF, je le répète, parce que ça fait des années, moi j'ai donc plus de 25 ans de BSF, et ça fait des années que j'ai toujours entendu le top management et le board nous demander, nous dire, votre place, elle est au cœur de la société. C'est là que vous êtes, parce que vous êtes chimiste et vous n'êtes pas une profession quelconque. Je suis, cela dit, très heureux d'entendre que finalement d'autres revendiquent la place du métier dans lequel il y a la plus forte défiance, et donc peut-être plus encore que la chimie, tant mieux, je m'en réjouis. Mais je crois que c'est très important. On s'en passerait, on ne la revendique pas vraiment, vous savez. Pardon ? On ne la revendique pas vraiment, on s'en oui, non, bien. Je sais, c'était un petit peu une boutade. C'est une question, si vous voulez, ces questions justement de clarté, de sincérité, qui, à mon avis, est beaucoup plus que de la transparence. La clarté et la sincérité, ça consiste à savoir expliquer les choses, à prendre le temps de le faire, à savoir prendre des engagements, et des engagements qui soient clairs et qui soient réalistes, c'est-à-dire qui ne soient pas utopiques. Il ne s'agit pas de dire que demain tout le monde sera parfait, que demain il n'y aura plus d'erreurs, que demain on arrivera à ceci ou cela, alors qu'on sait qu'on progressera et qu'on mettra peut-être des années à y arriver. Ça, on a une obligation, et cette obligation, elle est vis-à-vis de la société, elle est aussi en interne dans mon entreprise, où tout le monde doit tenir un langage absolument clair et sincère et véritable, et qui est beaucoup plus qu'une simple transparence. Je crois aussi qu'on a une obligation d'explication face à la complexité, ce qui touche plutôt un deuxième habitus que le premier sur lequel on est, parce que les situations sont extrêmement complexes, et ce thème de la chimie au cœur des problématiques de société est une thématique très complexe. Et nous avons l'obligation, justement, et ce devoir, de nous exprimer, d'essayer de l'expliquer aux gens, et ce n'est pas très simple. Et c'est là où on a besoin, justement, d'ailleurs, de l'expliquer au point de vue industriel, au point de vue scientifique, à toutes sortes de points de vue. On a bien sûr l'obligation aussi d'être authentique et sincère. Et quand je dis ça, ce n'est pas l'obligation parce que sinon on serait mauvais, c'est que je crois fondamentalement que c'est la seule façon d'aboutir effectivement à une vraie confiance avec les gens. Et c'est vraiment là c'est toute la personne. Vous êtes à cheval entre le message, la parole que vous donnez, les messages que vous délivrez, et dans lesquels, bien évidemment, il faut absolument éviter tous les non-dits, toute langue de bois, tout ce que vous voulez, etc. ou autre, c'est clair, mais dans lesquels aussi la parole, les actes doivent être en concordance. Et il m'est arrivé un certain nombre de fois d'être obligé, justement, par exemple, si vous prenez en tant qu'entrepreneur, cette fois-ci, un thème qui est un thème de la sécurité sur un site de production, eh bien, si vous dites que la sécurité, c'est votre première priorité, vous devez vous y tenir et vos actes doivent être cohérents avec cela. Si vous n'êtes pas cohérent, et moi j'ai toujours demandé à tout le monde de me dire si jamais je fais une erreur, et j'en fais, de me le faire remarquer et de ne pas hésiter. Et au contraire, ils auront plutôt droit aux félicitations, bien sûr, qu'aux imprimantes. Et c'est le même cas aussi, après, ce que je demande aux gens, c'est bien sûr le droit à l'erreur pour tout le monde, et de le dire ouvertement. C'est une chose dans une entreprise qui est extrêmement difficile, parce que c'est tout un problème de culture, de valeur, dans lequel je pense qu'on n'est pas trop mauvais, mais dans lequel il y a encore une marge de progression fondamentale.
Et puis, alors peut-être un dernier aspect que je voudrais toucher, parce que comme on touche beaucoup le côté relations personnelles, qui me semble très important, c'est aussi que dans une entreprise, on est quand même dans une relation contractuelle entre les gens. Entre un patron d'une entreprise et ses collaborateurs, c'est une notion de contrat. Et aujourd'hui, il y a une espèce de flou, une espèce de mixité dans laquelle on demande toutes sortes d'engagements, je dirais presque d'amour, ce qui est quand même, à mon avis, exagéré. Et on a quand même un contrat dans lequel il y a un engagement entre celui qui donne un travail à des collaborateurs et puis ces collaborateurs qui s'organisent et qui apportent leurs compétences et toutes leurs connaissances pour faire tourner l'entreprise. Et là aussi, je crois qu'on a un sujet qui est fondamental, qui est à cheval entre les relations interpersonnelles et la relation personnelle qu'on a soi-même. Voilà, excusez-moi. Merci bien. Donc Yannick Imbert, vous êtes un haut fonctionnaire, donc directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration depuis 1 an, je crois, donc après avoir fait une grande partie de votre carrière dans la préfectorale. Donc vous appartenez à une haute fonction publique qui depuis plusieurs années est soumise à des restructurations, des réorganisations, des chamboulements. Le vent du changement souffle fort, si je puis dire, dans la haute fonction publique, et il peut susciter des inquiétudes, des angoisses, des blocages si la confiance préalable à toute mobilisation n'est pas au rendez-vous. Et donc, je crois que vous avez organisé en septembre dernier un séminaire avec vos cadres, avec votre encadrement, sur le thème de la confiance, justement, autour d'un triptyque transparence, vérité, rapidité. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi votre démarche est susceptible de reconstruire la confiance ? J'espère qu'effectivement, en 3-4 minutes. Oui, j'espère qu'elle va reconstruire cette confiance. En fait, je crois, je ne sais pas si Olivier Homolle partage le même sentiment. Il y a encore quelques années, quand un dirigeant, qu'il soit d'une entreprise publique ou d'une entreprise privée, était nommé, il bénéficiait a priori dès le départ d'un certain capital de confiance. Alors qu'ensuite, il pouvait accroître ou en tout cas maintenir, mais le départ était plutôt positif. Moi, je suis frappé de voir que depuis quelques années, le dirigeant, lorsqu'il est nommé, a d'abord à gagner la confiance parce qu'il y a une forme de suspicion ou d'absence de confiance dans le fait qu'il ait été nommé. Alors pour plein de raisons. Pourquoi il a été nommé ? Pourquoi lui ? Est-ce qu'il en a la compétence ? Qu'est-ce qui fait qu'il sera capable de gérer l'entreprise ? Et donc on a un gap dans un premier temps à construire. Deuxièmement, moi qui travaille dans une forme d'entreprise publique, la crise de confiance, elle vient du fait que finalement, on a été baigné pendant plus de 50 ans, 60 ans dans l'administration d'une culture descendante. Le pouvoir politique dispose d'une administration, l'administration impulse des politiques et donne des ordres, les fonctionnaires sont là pour les appliquer. Et puis on a eu, à partir des années 80, une espèce de mode galopante, les cercles de qualité, les groupes de travail, les séminaires, etc., où on s'est mis à dire aux fonctionnaires, après tout, votre travail, c'est d'appliquer la politique du gouvernement, c'est d'ailleurs à la fois le droit, c'est la légitimité, c'est la loyauté que vous devez au pouvoir politique, mais il ne vous est pas interdit de penser, de suggérer et de proposer pour que les politiques qu'on vous demande d'appliquer le soient mieux parce que vous vous les appropriez et parce que vous avez une capacité de proposition dans la manière de les mettre en œuvre, non pas dans la décision évidemment, mais dans la manière de les mettre en œuvre. Et sans y voir quelques remarques politiques particulières, ce qu'a vécu la fonction publique depuis ces dernières années, c'est qu'en fait, elle s'est pris au jeu dans un premier temps de cette espèce de dialogue, force de proposition, capacité à innover, et que souvent les démarches se sont arrêtées très vite ou ont été sans lendemain. Et que ça s'est plutôt même accompagné ces dernières années d'une forme de rudesse qui a consisté à ne même plus considérer, non pas le fonctionnaire, mais l'homme ou la femme qui était fonctionnaire. Et avec un vrai sentiment par moments d'humiliation, de quantité négligeable, de marge d'ajustement dans les politiques. Et en fait, et encore une fois sans y voir de malignité politicienne, la révision globale des politiques publiques qui a baigné ces 10 dernières années, la RGPP, on a voulu la faire apparaître comme une démarche de management, de réorganisation de services, de modernisation. Les fonctionnaires l'ont vécu comme une règle à calcul,
en comprenant bien que dans un périmètre budgétaire qui diminuait, de toute façon, la marge d'ajustement, ça allait être le capital humain, c'est-à-dire les fonctionnaires. Et donc, on vit de cela. Et moi, je suis dans une maison depuis 1 an, que j'ai l'honneur de diriger depuis 1 an, qui va, dans les 3 à 5 ans qui viennent, connaître une double révolution. La première révolution, c'est une inversion de la priorité de ses missions. Aujourd'hui, on a 4 métiers. On s'occupe d'immigration, d'intégration, d'asile, de retour et de réinsertion dans les pays d'origine. Demain, nous allons faire avant tout du premier accueil du migrant, de l'asile, du retour et de la réinsertion dans le pays d'origine et de l'immigration légale, j'irais assez marginalement en tout cas, en la centrant sur la question de l'immigration professionnelle. Ça, c'est la première révolution de l'établissement. Et puis la deuxième qu'on va demander aux agents, c'est que sur chacun de ces 4 métiers, la manière de concevoir le métier et la manière de le mettre en œuvre ne va pas être le même. Et donc, ça veut dire que ça va être le grand chamboulement. Je prends souvent l'exemple d'une maison. Vous achetez une maison de campagne, vous avez 3 étages, il y a tout à refaire. Donc, vous commencez par camper au rez-de-chaussée pendant qu'on vous refait le premier étage. Une fois que le premier étage est refait, vous vous y installez pour pouvoir faire le rez-de-chaussée. Puis vous commencez à voir que les câbles entre les 2 étages n'ont pas été vus suffisamment. Donc il va falloir ressaigner l'étage qui était supposé être refait. Il va falloir ressaigner les murs et recommencer. Bref, c'est un chamboulement permanent. Et donc nous sommes confrontés, nous sommes 800 à l'Office français d'immigration et d'intégration, dans une organisation très décentralisée, puisque nous sommes 150 à Paris et le reste de nos collaborateurs sont dans toutes les régions de France et dans 9 pays à l'étranger. Et donc, en fait, nous, on a ramené la question de la confiance dans ce séminaire auquel vous faisiez allusion à 2 questions. La première, quels que soient les changements que nous aurons à connaître dans les 3 à 5 ans, comment on fait vivre une maison qui va être en dessus-dessous et qui aura besoin de temps pour se restabiliser une fois ces évolutions opérées. Puis la deuxième question qu'il ne faut jamais oublier, parce que tout se résume à cela, c'est que vu par nos collaborateurs et nos collaboratrices, la question fondamentalement c'est « et moi dans tout ça ?» Et que ça rejoint ce que je disais en introduction, le scepticisme qui est né des différentes démarches auxquelles on a convié les fonctionnaires, ces espèces de démarches participatives, proposantes, etc., qui sont trop souvent restés sans lendemain. Les agents, les collaborateurs l'ont ramené maintenant à une question très égocentrique. Et moi dans tout ça. C'est-à-dire que vous pouvez leur dire ce que vous voulez, des grandes évolutions, de la confiance du ministre. Le ministre est venu clore notre séminaire. En d'autres temps, le ministre venant clore un séminaire de nos collaborateurs, pardon mon père, la messe était dite. Il n'y avait plus rien à redire. Aujourd'hui, ça ne suffit plus, quelle que soit la grande qualité de ce ministre qui est le ministre de l'Intérieur. Je ne dis pas parce que je suis fonctionnaire, mais je suis aussi payé pour dire du bien du ministre, forcément. C'est une question de confiance. Mais il est venu clore ce séminaire. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il est venu dire « J'entends que votre office devienne l'épicentre des politiques migratoires que j'entends mener. » Postulat. Mais l'agent, une fois entendu les propos du ministre, même s'il ressent toujours une forme d'honneur à ce que le ministre vienne, accompagner la démarche, la supporter, il revient très vite à la question « et moi dans tout ça ?» Et donc le « et moi dans tout ça », c'est des paroles aux actes. Moi, je suis arrivé dans une maison qui a connu des tas d'évolutions. Ce n'est pas parce que j'arrive que ça doit changer. C'est une maison qui, depuis 1945, a vécu d'évolutions successives. Donc nos collaborateurs et nos collaboratrices, dont les plus anciens, le changement, ils savent ce que c'est, ils l'ont vécu à plusieurs reprises. La question, ce n'est pas qu'ils ont vécu le changement, c'est comment l'ont-ils vécu. Et ils l'ont mal vécu parce que souvent on leur a balancé des choses à faire en leur expliquant à peine avoir décidé cela que ça aurait été bien qu'ils commencent à le faire dès la veille, qu'on leur a mis sans formation, on leur a imposé sans que les micro-ordinateurs arrivent à temps, sans que les réorganisations s'imposent. Bref, ça a été le grand bazar. Et puis, on les a aussi associés par des séminaires à des démarches. Et puis, le lendemain ou le lendemain du séminaire, comme disent les Anglais, so what, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, nous avons essayé d'engager une démarche, on verra bien, qui consiste à, avec ce séminaire, engager une démarche qui ne s'arrêtera plus. Et j'avais annoncé au début du séminaire que ce séminaire aurait des suites. Je l'ai clos, ce séminaire, en annonçant les suites. Notamment, on a mis en place un comité de suivi des décisions du séminaire.
Et puis on vient d'élaborer, de manière collaborative, on vient d'élaborer un pacte, un plan d'accompagnement pour le changement dans la transparence, pacte 2014, et qui est une suite concrète d'actions où très facilement tout agent sur l'intranet pourra vérifier l'état d'avancement du plan d'accompagnement au changement. Et donc, une fois avoir expliqué les grandes évolutions de l'établissement, nous avons voulu les ramener à ce qui va toucher les agents dans leur quotidien. Est-ce que leur environnement de travail va être reconfiguré? Est-ce que les formations dont ils vont avoir besoin par anticipation pour évoluer sur les nouveaux métiers qui vont être les leurs, est-ce qu'elles vont être mises en place, etc., etc. Je vais pas décrire ce pacte. Et enfin, en fait, ce plan, on l'a basé sur 3 mots: la transparence, la vérité et la rapidité. Transparence parce que, malheureusement muni de 30 ans d'expérience professionnelle, je suis convaincu qu'il n'y a pas d'autre solution que de dire les choses en toute transparence. Et que c'est une très mauvaise tactique et stratégie, même dans un but très utilitariste du dirigeant d'entreprise, que de ne pas vouloir rendre les choses transparentes. La deuxième chose, c'est la vérité. Et que même quand les choses sont difficiles à dire, il faut les dire. Non pas parce que ça va rendre les gens joyeux, mais parce qu'il n'y a rien de plus insupportable pour quelqu'un de se voir imposer une décision sans qu'il en ait compris les tenants et aboutissants. Il ne s'agit pas d'en faire un supporter de la décision, mais il s'agit d'en faire quelqu'un qui ait au moins eu accès aux conditions qui ont conduit à la décision et pourquoi on a pris cette décision. Et puis le troisième mot, c'est rapidité, parce que je pense que transparence et vérité sont des gages de rapidité dans la mise en œuvre ensuite des choses, et qu'après tout, notre rôle de fonctionnaire, une fois les décisions prises par le pouvoir politique et adoptées par le Parlement, c'est d'aller vite dans l'exécution. Alors nous, on va essayer d'aller vite dans le débat. Donc là, on a beaucoup, on a entendu un certain nombre de mots dans tout ce que vous avez dit, tous les quatre. On a entendu parler d'authenticité, de sincérité, de respect, de règles, de valeurs, de pacte. Et finalement, bon, après tout, on n'est pas vraiment dans un monde de bisounours en France. Et donc, moi, je me demandais si, malgré tout, depuis un certain temps, c'est pas ce qui alimente aussi cette société de défiance dans laquelle on est aujourd'hui. Est-ce qu'on ne s'est pas habitué en France? Est-ce qu'on ne s'est pas habitué au mensonge? Est-ce qu'on ne s'est pas habitué? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine tolérance vis-à-vis du mensonge? On pense au médecin qui cache la vérité à un patient qui est très malade, le laboratoire pharmaceutique qui cache les effets secondaires d'un nouveau médicament, effets secondaires qui peuvent être redoutables, le politique qui ment parce qu'il veut faire croire qu'il a tenu ses promesses. Il n'y a aucune allusion à l'actualité, hein, c'est un principe général que j'énonce. Ou encore cette situation très particulière en France, finalement, où dans un tribunal, l'accusé peut mentir. Donc il peut effectivement raconter n'importe quoi pour sa défense. Ce qu'un avocat explique en disant le droit de mentir, c'est la dernière plage de liberté de l'accusé. Alors qu'aux États-Unis, si un accusé ment pendant son procès, eh bien, il va être sanctionné plus durement, condamné plus durement, parce qu'il y aura outrage au tribunal. Donc voilà, je me demande si effectivement vous ne pensez pas les uns et les autres que j'aimerais avoir votre opinion à chacun. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine tolérance, un certain laxisme en France vis-à-vis du mensonge? Allez-y, commençons. Oui, c'est bien d'avoir posé la question parce qu'effectivement, en écoutant mes confrères à la table des intervenants, j'avais mis deux noms, deux points, vérité, mensonge. Enfin, c'est le même d'ailleurs. Moi, mon sentiment, personnel, c'est que le mensonge s'est installé, non pas comme une réalité, mais presque comme une valeur dans la société, et qu'il a commencé à s'installer au sein même de la cellule familiale. Il s'est installé dans les relations interpersonnelles, et il est presque, et maintenant, il s'est installé comme une pratique courante des relations sociales qui est prônée notamment depuis des dizaines d'années par notre personnel politique. Donc, je crois que le mal fait par
le mensonge des dirigeants est considérable, que ce soit des dirigeants politiques, dirigeants économiques qui n'arrêtent pas de mentir, etc., qui, par exemple, par rapport aux journalistes, par rapport aux médias, utilisent la justice contre les journalistes simplement pour essayer d'empêcher la vérité de sortir. Oui. Donc je crois que c'est très important. Et les journalistes, eux, ne mentent pas, comment c'est ? Les journalistes mentent également. Et les journalistes, effectivement, mentent par non-vérification des faits, etc. Et alors, il y a quelque chose qui a été dit par le deuxième intervenant tout à l'heure, sur Antoine Héroard, et c'était... Il a parlé des opinions, etc. Et moi, je pense que ce qui est important, plus que les opinions, et alors ça nous ramène aussi au journalisme, mais ce qui est important plus que les opinions, c'est la réalité des faits. Et or, actuellement, il y a tellement de controverses sur la vérité elle-même, sur la réalité des faits. Il y a des controverses scientifiques. On vient encore d'apprendre, par exemple, que Serralini, il a quand même été désavoué totalement par la communauté scientifique. Mais pendant un certain temps, on a fait croire dans les médias que le poids d'un minoritaire était la même chose que le poids de 95 ou 98% de la communauté scientifique. Donc, méfions-nous des opinions. Dire les opinions, c'est sacré, c'est sûr, mais la réalité des faits est encore plus sacrée. La liberté d'expression, elle est absolument nécessaire et elle est intouchable. Mais le plus important, c'est la réalité des faits et on en est, et tout va à l'inverse de ça. D'accord, merci. Antoine Héroard, dans l'Église catholique, on ne ment pas, bien sûr. Et il y a aussi, bien sûr qu'aussi, le mensonge était malheureusement si présent parce que l'Église est faite d'hommes et de femmes, et donc voilà, le problème peut être le même. Après, ce qu'il faut voir, moi c'est une question que je pose par exemple souvent à des enfants au catéchisme, j'ai fait le catéchisme longtemps, et quelquefois ils vous disent, j'ai menti. Et alors on dit, mais pourquoi tu mens ? Et en fait, c'est derrière, c'est toujours une question qui est liée à l'apparence, à l'image qu'on veut donner. Et donc derrière le développement un peu du mensonge comme usage plus ou moins commun dans la société, il me semble que c'est quand même très lié à cette question de l'apparence ou voire du politiquement correct. Et quelquefois, on a l'impression que plus c'est gros, plus ça passe. Parce que, au fond, tout le monde sait que ce que je dis n'est pas vrai. Mais voilà, ça permet de franchir une étape et donc d'apparaître relativement habile. Et il me semble qu'il y a quelque chose là qu'il faut un petit peu creuser, c'est sur cette question de l'habileté et de l'honnêteté. Parce que on reconnaît une certaine habileté et un certain nombre de comportements. Mais du coup, ils sont sans rapport avec la vérité. Et puis, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Yves Agnès, là, sur la question de l'opinion et des faits. Bien sûr que c'est la réalité qui doit primer. La difficulté est que la réalité, elle est toujours complexe et qu'elle ne s'impose pas d'emblée. Parce que si elle s'imposait à tout le monde, je veux dire, il n'y aurait pas de problème. Et donc, du coup, on est dans une culture qui crée une certaine relativité des choses. Et que la difficulté, pour tout le monde, est de pouvoir se dire qu'on recherche la vérité, mais que la vérité, on n'en est pas propriétaire individuellement. Et que pour avancer sur ce chemin vers la vérité, ça suppose aussi qu'il y ait des vraies capacités de dialogue. Et la capacité de dialogue, elle n'est pas seulement d'asséner mon opinion ou ma croyance, elle est aussi d'entendre ce que dit l'autre, et de comprendre les arguments, et d'avancer ensemble vers une recherche qui permettra d'affiner la connaissance de la réalité. Et ça, c'est très difficile parce que ça suppose une profonde confiance dans l'autre. Or, on voit bien dans les débats, qu'ils soient politiques, de société, que finalement, on perçoit l'autre un peu comme un adversaire. Et donc, il faut imposer son point de vue, plutôt que de chercher ensemble à le construire.
Alors, je ne veux pas mettre une pierre un petit peu dans le système des médias, mais aujourd'hui, on voit bien que quand même, beaucoup de débats télévisés, radio, tout ce que vous voulez, sont construits quand même sur le modèle du match de catch, hein, où il faut marquer des points, il faut donner des coups. Bon, et donc là, on n'est pas dans la recherche de la vérité. C'est pas ça qui prime. C'est finalement qui a gagné le match. Voilà. Yannick Imbert, tout à l'heure, vous avez dit la confiance suppose de tout dire finalement. Donc il vaut mieux dire des choses insupportables plutôt que de mentir. Ouais, le constat d'une société du mensonge, bon, très bien. Finalement, la question, elle est plus là. La question, c'est de savoir, est-ce que le mensonge est devenu un acte volontaire et une stratégie, ou est-ce que c'est un état de fait contre lequel, éventuellement, on peut encore lutter? Et moi, j'ai le sentiment que le mensonge, sauf à vouloir noircir la société et l'être humain, c'est souvent la résultante d'une double contrainte. Celle de la complexité et celle de l'incertitude. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on vit dans une société, notamment en France, et je pense notamment au milieu de l'entreprise, où je dirais qu'on a une forme de génie à inventer des systèmes d'une telle complexité que dès lors qu'on les conçoit, on fabrique en même temps notre propre incapacité à résoudre les sujets. C'est-à-dire que souvent, quand on dit qu'il y a une crise économique en France, moi je me demande si, d'ailleurs ça a été développé par un de vos confrères qui est Paul Jorion, je me demande s'il n'y a pas une société de la complexité. Et donc on s'est enferré dans des dispositifs dont on n'a pas d'autre solution, que ce soit le politique, le dirigeant, que de laisser à penser qu'on est en capacité de les surmonter, mais par moments c'est devenu d'une telle complexité qu'on n'arrivera pas à les surmonter. Ça c'est le premier élément qui est la complexité. La deuxième, c'est l'incertitude. Notre président d'honneur en ouverture disait tout à l'heure, nous sommes passés fondamentalement d'une ère de la stabilité à une ère de l'instabilité. L'humilité consiste pour chacun d'entre nous à reconnaître qu'on ne sait plus, qu'on ne sait pas donner de la visibilité ou de la lisibilité aux choses parce qu'on n'en a plus, les éléments. Un ministre avait dit un jour, ça avait été très critiqué, mais la phrase peut être repensée. Une vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Ça avait beaucoup choqué parce que ça accréditait la thèse qu'un homme politique pouvait dire aujourd'hui quelque chose et que c'était pas dangereux et embêtant qu'il le dise le lendemain, qu'il dise le contraire le lendemain. Mais fondamentalement, on est rentré dans une société d'abord qui a un génie particulier qui consiste à réécrire les événements à l'aune de ce qu'on ne savait pas auparavant. C'est-à-dire qu'on veut expliquer les choses en permanence, mais en se référant à des choses qui n'avaient rien à voir, qui n'étaient pas dans le même contexte. Et donc, cette part d'incertitude, qui est une part d'ailleurs de votre colloque, des autres débats qui pourront avoir, cette part d'incertitude fait que le dirigeant, finalement, n'a pas de certitude à opposer, y compris de manière autoritaire, d'une certaine manière. Parce qu'il y a eu ça aussi à un moment donné. La parole du dirigeant, longtemps, je le disais tout à l'heure dans l'introduction de mon propos, elle n'était pas contestable. Le dirigeant parlait. Et parce qu'il avait parlé, ça s'imposait. Aujourd'hui, le dirigeant parle, et il parle souvent de ce qu'il ne connaît pas, non pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne sait pas. Et donc, le problème, c'est comment arrive-t-on à faire vivre une société, une micro-société comme une entreprise, avec ces deux éléments de la complexité et de l'incertitude? Eh bien, je crois que c'est la transparence et la vérité. Quand on ne sait pas, il faut dire « je ne sais pas ». Et c'est une réponse. Je vais organiser, j'en ai terminé, on va organiser dans notre démarche, on organise en février-mars 9 rencontres OFI. C'est-à-dire que je vais à la rencontre des 850 collaborateurs qui sont éparpillés sur tout le territoire, sur un même schéma, un même horaire, un même déroulé, des mêmes intervenants, des mêmes PowerPoint, et une même capacité par rapport à un exposé liminaire de 30 minutes à ce que la salle puisse s'exprimer pendant 1h30. Bon. L'essentiel, c'est qu'il va y avoir des questions. Quand le dirigeant ne sait pas, il doit dire « je ne sais pas ». Alors on pourra lui reprocher de ne pas savoir, mais on lui reprochera déjà plus d'avoir avoué qu'il ne sait pas. Et quand on dit « je ne sais pas », c'est pas pour laisser perdurer un facteur d'incertitude qui peut devenir de l'anxiété. L'incertitude, elle peut être positive. L'anxiété, elle est mortifère, individuellement et collectivement. Et donc la question, c'est pas de dire « ah ben désolé, je peux pas vous répondre, je sais pas ». C'est à cet instant où je vous parle, je ne sais pas ou je ne peux pas répondre à cette question.
Quand je saurai et que je pourrai le faire, je reviendrai vers vous. Moi, c'est ce que je dis, et j'en ai terminé, sur certaines des politiques. On a des rapports qui ont été rendus. La semaine dernière, un rapport a été rendu par 2 parlementaires sur la réforme du droit d'asile en France. Si vous m'interrogez aujourd'hui en disant « vous allez faire quoi ?» Je vais vous répondre, le ministre, comme il l'a indiqué jeudi, a reçu le rapport, va l'analyser et fera connaître en début d'année ses orientations. Pour moi, dirigeant d'entreprise, qui vais devoir mettre en œuvre cette politique. Ça veut dire que je dis à mes collaborateurs, pas de projet de loi avant le 2e trimestre 2014, pas de débat au Parlement avant le 3e trimestre 2014. Ça veut dire pas de mise en œuvre au mieux de certaines des mesures avant le 1er janvier 2015. J'ai répondu d'une certaine manière. L'agent qui dit « et moi dans tout ça », c'est que dans son vécu professionnel quotidien, il ne sera pas interpellé avant le 1er janvier 2015. Et que d'ici là, j'ai pris l'engagement de revenir vers lui pour lui expliquer. Bien, Olivier Homolle, je vais vous donner la parole maintenant. La transparence donc, dans votre entreprise, c'est une obligation ou c'est un risque ? C'est un choix délibéré. C'est bien sûr une nécessité parce que je crois absolument qu'on ne vivra pas sans. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait aller beaucoup plus loin que ce que j'appelle une pure transparence. Parce que la transparence n'indique pas qu'on va donner en même temps les explications, les clés de compréhension. Et là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Yannick Imbert juste avant sur la notion de complexité. Face à cette complexité, nous devons non seulement d'être transparents, mais même de donner les explications. Cela dit, je voudrais revenir quand vous avez posé votre question là, et vous avez lancé le mot culture du mensonge. Personnellement, c'est une expression, moi, qui me gêne énormément. Alors je vais vous dire, c'est pas du tout justement par langue de bois ou autre, je voudrais quand même m'en expliquer. Si ça consiste à dire qu'il y a bien évidemment de nombreuses personnes qui malheureusement mentent, c'est une évidence, et je suis totalement d'accord avec vous. Et c'est valable chez les politiques, c'est valable chez les patrons d'entreprise, c'est valable chez les syndicalistes d'ailleurs, c'est valable chez tout le monde, c'est valable chez les fonctionnaires, c'est valable quels que soient les gens. Il y a malheureusement beaucoup trop d'individus qui ne disent pas la vérité pour diverses raisons. Mais l'expression culture du mensonge va encore un cran beaucoup plus loin, et celui-là j'ai du mal, parce que si on disait culture du mensonge, moi je le traduis tout de suite comme une espèce de gangrène qui s'est installée dans la société et contre laquelle on ne peut plus lutter, et contre laquelle on va se faire totalement déborder. Et si c'est cela, alors là je m'inscris totalement en faux, parce que justement sinon je ne rejoindrai pas l'Institut Confiance, et je dirais on va jamais y arriver. Bon. L'autre chose contre laquelle je suis moins d'accord aussi, c'est de dire que la France, de ce point de vue-là, est très particulier. Je crains malheureusement que ce mensonge qui existe malheureusement et qu'il ne faut pas nier, bien évidemment, existe aussi dans d'autres pays. Vous le trouvez aussi en Allemagne, vous le trouvez aussi aux États-Unis, vous le trouvez aussi ailleurs, même si peut-être, là je ne suis pas le spécialiste des questions au point de vue juridique, dans quelle mesure est-ce qu'effectivement dans notre droit, un condamné a le droit de mentir ou pas. Un accusé, pardon, oui, a le droit de mentir ou pas. Mais en revanche, ce qui me semble fondamental, et là où on a un vrai problème de culture profond en tant que Français, c'est dans la culture de la confrontation et la culture du dialogue, et ça va très loin. Parce que c'est là où se pose le vrai problème. En France, on met la confrontation avant le dialogue, et on ne veut pas rentrer dans ce jeu, on n'est pas capable d'eux, parce qu'on est peut-être nés comme cela, tous, formés comme cela, et on a une culture fortement, en plus, un peu individualiste, dans laquelle les gens se mettent en avant, et la seule façon, pour eux, ce qui répond quelquefois d'ailleurs il y a un bon côté là-dedans, c'est de se dire que la seule façon de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses, d'arriver à faire, c'est la confrontation, et d'être le poil à gratter qui vient mettre exactement le rapport qu'il ne faut pas, là où il ne faut pas, en disant une vérité qui dérange, même si on n'est pas sûr que ce soit forcément une vérité complète. Et la mesure, le dialogue préalable à toute chose, qui est ce que j'appelle personnellement de mes voeux très fortement, notamment dans ce que vous avez évoqué tout à l'heure à propos de la Société chimique de France, et dans laquelle je dis, nous sommes là pour faire vraiment la part des choses entre ce que la science et la technologie disent, ce qui est possible de faire, ce que le marché, les entreprises ou autres disent et ce qui correspond à ce dont on a besoin, et puis la société en général, avec ses hommes politiques, avec les ONG, avec tout le monde, et les citoyens qui disent aussi ce qui est acceptable. Et c'est bien au point de rencontre de ces trois forces-là
hein, qu'on doit se placer. Et ça, c'est un débat qui est fondamental et qui suppose, par définition, de rentrer dans une vocation de dialogue, de culture du dialogue. Et c'est beaucoup plus là, je pense, où on a un problème de fond, hein, plus que dans la culture du mensonge, qui personnellement, enfin, je ne crois pas sous le forme culture, en tout cas, même s'il y en a malheureusement beaucoup trop. Peut-être, est-ce que je peux rajouter un petit mot? Oui, juste. Oui, je veux dire aussi que derrière tout ça, il y a un mot qui est fondamental et que j'ai pas, je veux dire pour l'instant, qui est la question de la passion. Je trouve qu'il faut aussi croire en ce qu'on fait, se lancer vers l'avant, et que ce soit vers le progrès, que ce soit vers l'entreprise, que ce soit vers le lendemain, etc. ou autre. Et dans le mot confiance, il y a quand même cette idée de passion dans laquelle je suis passionné, je me lance, et j'y pense notamment beaucoup parce que s'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, je trouve extrêmement problématique que cette passion ne soit pas quelque chose qui soit transmis à toutes les jeunes générations. Moi, c'est un de mes soucis majeurs également. Bien, ben vous venez de le dire, il y a beaucoup de jeunes dans la salle, donc beaucoup d'élèves, je crois, donc, notamment de terminale. On va terminer ce débat par une question d'un jeune, par exemple. Oui. Je suis sûr que... Un des élèves, par exemple, de Thierry Navarrez. Où sont les élèves de Thierry Navarrez? Ici, là? Allez, une question. Vous n'avez pas préparé une petite question? Non? Pas de questions? Allez, les jeunes. Oui. Ah, très bien. Mademoiselle. Mais, d'accord. Mais par rapport au mensonge, est-ce que maintenant c'est pas directement inscrit dans la société de il faut mentir pour avoir confiance aux autres? Enfin. Il faut mentir pour avoir confiance? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il faut mentir pour avoir la confiance d'autres? Oula, ça va plus loin que la culture du mensonge, là. Qui veut répondre? Que les autres aient confiance en vous. Pour moi, c'est plutôt l'inverse. Ça peut rejoindre un petit peu ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, en disant que derrière le mensonge, il y avait une part qui est liée à l'apparence, hein, et à l'image qu'on veut donner de soi. Et donc, c'est peut-être ça qu'il y a derrière l'interrogation qui est posée. Mais évidemment, c'est un faux chemin, parce que c'est un chemin qui va construire de la défiance, au contraire. Un point sur lequel je voudrais, c'est pas tout à fait une réponse à la question, mais sur lequel je voudrais revenir, qui avait été cité par Yves Agnès dans sa première intervention, c'est le fait que les valeurs, ou les normes, doivent être intériorisées, hein, et pas simplement imposées de l'extérieur. Donc face au mensonge, c'est pas seulement multiplier des règles ou des lois et dire si vous êtes pris, voilà, vous serez puni et vous aurez une sanction. Ça suppose aussi que ce souci de la vérité puisse habiter l'intelligence et le cœur de chacun. Bien, alors vraiment, la dernière question. Je suis désolé parce qu'il y a plusieurs bras qui se lèvent, mais là, on arrive vraiment au temps qui nous est imparti. Je voulais simplement rajouter au mot passion un autre mot qui s'appelle enthousiasme et qui se définit en entheos, avoir Dieu en soi. Ceci entraîne de loin la confiance. Et j'aurais fait une autre remarque au président de la BSFF. J'étais PDG, aussi président de Höchst. Donc il y a une culture allemande et une culture française. Il n'est pas la même. Et j'aurais aimé que vous l'explicitiez. Un dernier mot d'Olivier Hommol, peut-être. Oui, peut-être en tout cas sur la culture du dialogue, sur la culture de la transparence, hein, sur la culture de la recherche du consensus. Là, entre les Français et les Allemands, il y a une différence très significative. Très, très significative. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors là, je suis bien d'accord avec vous. Et c'est bien pour ça que je dis que justement, c'est là, je pense qu'en tant que Français, on pourrait évoluer au point de vue culture générale, hein, plus que sur le mensonge qui existe en France, mais qui existe en Allemagne aussi. Bien, écoutez, malheureusement, le temps est venu
conclure ce débat, ce qui est dommage, effectivement, comme le dit mon voisin, parce qu'il y a des tas de questions qu'on n'a pas pu évoquer, mais le temps était assez court. Et puis il y a d'autres tables rondes qui vont avoir lieu, qui vous permettront d'évoquer d'autres aspects de ce débat sur la reconstruction de la confiance. Donc merci à tous, merci à nos intervenants, et merci à tous.